C'est dimanche, nous sommes le 27 octobre, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Vendredi 25 octobre, c'était la journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Une journée lancée pour aider à mieux comprendre ces pathologies ainsi que les moyens de prévenir les défauts de fermeture du tube neural. On ira voir au CHR de Korogo la campagne de sensibilisation et de soins spécialisés pour les enfants qui en souffrent. Le tout premier salon dédié aux licences de marque sur le continent africain a ouvert ses portes cette semaine au parc des expositions d'Abidjan avec la possibilité d'explorer des opportunités de licence dans les secteurs clés, initiés par la Maison de l'Afrique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le nord du Togo a une nouvelle fois été le théâtre d'incursions de groupes armés. C'est le village de Malpongou qui a connu cette nouvelle vague de violence où l'on a dénombré 8 victimes. Si tous les regards se tournent vers le JNIM, ces attaques n'ont pas été revendiquées. On en parle en détail dans une demi-heure. Analyser et comprendre les liens entre les frontières, l'environnement et les ressources naturelles partagées afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. Aussi, trouver des solutions aux crises environnementales qui menacent la stabilité des espaces frontaliers. Voilà entre autres ce que visait l'Abidjan Border Forum 2024 qui vient de se tenir ici sur les bords de la lagune Ébrié. L'ABF, Abidjan Border Forum, donc, c'est une plateforme internationale dédiée à la compréhension des défis liés à la gouvernance des frontières et aux enjeux des populations qui y vivent, notamment en matière de sécurité et de développement socio-économique. Notre invité du magazine du dimanche est le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire qui est à l'initiative de ce forum. C'est Diakalidia Konaté. Bonjour, monsieur le secrétaire exécutif. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi. Alors, dites-moi, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce que vous êtes le commissaire général de ce forum international d'Abidjan Border Forum? Alors, vous êtes satisfait? Nous sommes pleinement satisfaits du déroulement de ces assises. Nous sommes très heureux et nous voudrions vraiment dire merci à l'ensemble des parties prenantes, la Commission de l'Union africaine, toutes les parties prenantes au niveau des différents ministères et un grand merci, reconnaissance infinie au chef de l'État et au gouvernement de Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur le secrétaire exécutif, M. Konaté, on va en parler longuement tout à l'heure. D'accord. Un quart d'heure spécialement pour vous. Merci beaucoup. La santé, c'est la base. On va donc démarrer ce 13h à la page santé. Le 25 octobre de chaque année, je vous le disais au sommaire, l'on célèbre la journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Une journée lancée donc pour sensibiliser et promouvoir les droits des personnes atteintes par ces pathologies. Le CHR de Korogo a accueilli une campagne de soins spécialisés pour les enfants souffrant de spina bifida et d'hydrocéphalie. C'était en présence du ministre Amadou Koulibaly, parrain de l'événement, et de notre reporter, Ami Sissoko. L'hydrocéphalie, une accumulation anormale de liquide au niveau du cerveau. Les enfants en Côte d'Ivoire, 20% en souffrent selon la Société ivoirienne de neurochirurgie. Le fils de Mamadou développe la maladie depuis qu'il a 1 an. C'est un jour comme ça, on a constaté que la tête a commencé à grossir. Au fur et à mesure, ça grossissait. Le 25 octobre, c'est la journée mondiale de l'hydrocéphalie et spina bifida. Et à Korogo, la célébration a été marquée par les toutes premières opérations de neurochirurgie au CHR. Près de 20 malades ont été opérés. Les opérations menées par une équipe ivoirienne de neurochirurgiens venus d'Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké, est conduite par le professeur Adérihim Aïdara. Nous utilisons une nouvelle technique, qui est une technique d'endoscopie. Et c'est une technique qui consiste à aller avec une caméra à l'intérieur de la boîte crânienne de l'enfant et à créer des orifices naturels qui vont permettre à ce liquide de s'écouler et de ne plus être bloqué dans la boîte crânienne de l'enfant. Les causes sont multiples. Nous avons des causes congénitales, c'est-à-dire qui surviennent même pendant la grossesse. On a aussi des causes acquises. Les causes acquises, c'est-à-dire que l'enfant naît sans la maladie et puis il va contracter une pathologie qui va lui donner cette hydrocéphalie-là. Cette mère est venue de Bonois pour offrir une chance de guérison à son fils. En tout cas, je suis tellement contente, je suis dans la joie de voir mon enfant
en bonne santé. Des moyens de prise en charge existent et surtout de prévention. Il faut faire des consultations prénatales, au moins 3 CPN, 3 consultations prénatales au cours de la grossesse, au minimum, voire même 5. De sorte que les échographies qui sont réalisées permettent de pouvoir savoir est-ce que l'enfant a déjà une hydrocéphalie. Cette année a été l'occasion d'amplifier le message de sensibilisation auprès des populations pendant 72 heures. Nous avons des projets. L'insertion de cette courbe justement du périmètre crânien dans le carnet de santé de la mère et de l'enfant, la fortification des aliments en acide folique par l'intégration au programme de nutrition, la création d'un programme national de lutte contre les malformations du système nerveux. Ayons le réflexe d'aller à l'hôpital parce que beaucoup de maladies, lorsqu'elles sont prises en compte tôt, peuvent être soignées. À travers les témoignages que nous avons entendus, nous savons que même au niveau du corps médical, le mal est méconnu. Ça veut donc dire qu'il faudra penser à organiser des sessions de formation du personnel ici, surtout les radiologues. Tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la prise en charge des malades et pour le succès de ces journées ont été distingués par la Société ivoirienne de neurochirurgie, notamment des personnalités et les ONG Espérance Hope et Objectif Santé et Développement. Octobre tire à sa fin, mais la lutte contre le cancer du sein, elle, s'accentue. Dans la commune d'Anyama, non loin d'Abidjan, c'est par le sport qu'on mène le combat. Sur place, le conseil municipal organise une journée de sensibilisation autour d'un tournoi de foot féminin, histoire de fédérer toutes les énergies pour repousser le cancer du sein hors de la commune. Depuis Anyama, le reportage de Michel Digré. Toutes les générations de femmes de la commune d'Anyama en ordre de bataille pour faire face au cancer du sein. Rentrez dans les communes, dans vos maisons, vos quartiers. Allez dire à vos soeurs, vos mamans, il n'y a pas d'âge. Avant, on disait que le cancer commençait à partir de 40 ans. Ce n'est plus ça. La lutte est ainsi engagée avec le sport, facteur de cohésion, mais aussi vecteur de bien-être. Le capitaine de toutes les équipes, le maire de la cité de la Kola, Fatim Bamba, initie un tournoi de football. Les femmes paramilitaires des eaux et forêts remportent le trophée, mais la victoire en définitive revient à toutes les femmes d'Anyama engagées dans la lutte contre le cancer. Vous comprenez avec moi que l'objectif d'Octobre Rose est de nous sensibiliser et de nous inviter au dépistage précoce pour faciliter la prise en charge du cancer. Suivant les conseils des spécialistes de la santé, n'hésitons pas à nous rendre dans les centres de santé de la commune pour nous faire diagnostiquer. Le maire d'Anyama a profité de cette tribune pour annoncer une série d'actions à l'endroit des hommes pour le mois de novembre bleu. Et la santé, c'est le plus grand des biens. Avec elle, on peut tout. Les femmes du district d'Abidjan, dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, qui se terminent, ont pu faire donc des propositions et des suggestions. Une rencontre dont les résultats seront transmis prochainement au chef de l'État. Diarra Souba, Ami et Richard Vao ont pu y assister. C'était à l'Institut Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé. Elles ont répondu massivement à l'appel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces femmes du district autonome d'Abidjan ont planché sur leurs difficultés avant de faire des recommandations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. C'est une aubaine pour nous, qu'on nous donne cette occasion pour faire des propositions à l'État. Et beaucoup de choses ont été faites, mais il y a beaucoup qui restent à faire. Ces assises se positionnent comme une tribune de réduction des inégalités du genre et de propositions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de créer un cadre consultatif pour le dialogue et la création d'un réseau inclusif qui comprend une diversité de femmes et de jeunes femmes. Les consultations auxquelles vous participez s'inscrivent dans une logique d'action gouvernementale. Depuis 2011, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est énormément investi dans la promotion des droits des femmes, notamment à travers la Constitution de 2016 qui reconnaît
l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette étape avec les femmes du district autonome d'Abidjan marque la fin des consultations dans les 14 districts que compte la Côte d'Ivoire. Leurs préoccupations et suggestions recueillies seront remis au chef de l'État à travers un livre blanc. C'est parti pour le tout premier salon dédié aux licences de marque sur le continent africain. L'événement, c'est au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué et 48 heures pour explorer des opportunités de licence dans les secteurs clés comme la mode, l'alimentation ou le divertissement. Une rencontre qui vise à appuyer les opérateurs économiques dans la valorisation de leurs produits à travers la labellisation. Jean-Michel Quadio, Léon Broukwame, reportage. Mode, agriculture, art, technologie, entre autres secteurs dont les produits sont censés être protégés par des licences. Il s'agit là de mieux valoriser et tirer profit des produits made in Côte d'Ivoire. Finalité de ce protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien de la protection intellectuelle. À ce salon de licence de marque, cadre de la signature de cet accord, les deux entités s'engagent à faciliter l'acquisition de licences par les opérateurs économiques pour ainsi protéger les produits locaux par la labellisation. Ce salon va inviter tous les entrepreneurs, tous les territoires, toutes les activités ivoiriennes ou africaines qui peuvent avoir des caractéristiques pour être une marque à venir tirer tous les enseignements pour pouvoir se protéger, s'identifier et se promouvoir. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire un triste événement qui était lié justement au label Attiéké des Lagunes, Attiéké Côte d'Ivoire. Par rapport à nos produits, nous ne voulons pas mener nos opérations économiques sans pouvoir protéger ce que nous produisons. Il est essentiel de protéger son savoir-faire et son génie créateur parce que ça vous garantit la protection en fait de votre investissement. Et ça évite que votre produit fasse l'objet de fraude et également de contrefaçon. Au menu de cette première édition du Salon de licence de marque en Afrique, conférences ateliers, rencontres B2B, table ronde, exposition. C'est une petite révolution dans le secteur du digital qui fera beaucoup de bien aux usagers. Il existe désormais une application mobile qui va transformer le marché des petites annonces en Côte d'Ivoire. La plateforme de mise en relation entre clients et vendeurs pour des transactions sécurisées vient d'être présentée officiellement au public. Et Patricia Omouetia était sur place. Cette plateforme ne facture aucun frais pour les transactions de base, la rendant accessible à tous, a précisé le conférencier. Cette start-up, selon ses dires, se distingue par son approche centrée sur la sécurité et l'efficacité des transactions, offrant aux utilisateurs la possibilité d'acheter, de vendre ou de troquer des biens et services dans un environnement sécurisé. Cette plateforme va créer le climat de sécurité. Finalement, chacun pourra venir mettre son annonce. Ça peut être du produit, ça peut être du service. Le petit artisan du coin, le petit boulanger, l'électricien, chacun pourra venir proposer des services et des offres sur la plateforme. On a l'option troc qui permet de troquer avec ou sans argent. On a l'option de rendez-vous sécurisé et on a l'option de mise en ligne, finalement, qui est très fluide et très intuitif. Le choix aujourd'hui, c'est d'avoir une proposition que les Ivoiriens comprennent. Donc notre choix, c'est de dire on a réfléchi à une solution. On attend l'adhésion des Ivoiriens. Ce lancement marque un tournant dans le marché des petites annonces en Côte d'Ivoire, offrant une solution sécurisée et simple d'utilisation. On dit qu'il n'y a pas de plus grand pilier de stabilité qu'une femme forte, libre et instruite. L'instruction, l'alphabétisation, voilà donc ce que l'ONG Wouflo a offert récemment à plus d'une centaine de femmes de la localité de Lozoa. Ces femmes viennent de recevoir leur certificat de fin de formation doublé d'une remise de matériel agricole et de kits scolaires. C'est Forazeki. Fin de formation en alphabétisation pour ces 114 femmes de la localité de Lozoa, dans le département de Guitry. Pendant 6 mois, elles ont bénéficié de l'accompagnement de l'ONG Wouflo, présidée par Ami Vagondo, l'épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Notre mission, depuis la création de Wouflo, a toujours été de contribuer à l'autonomisation des femmes rurales. Nous savons que quand une femme est éduquée et équipée, c'est toute une famille, tout un village qui prospère. C'est pourquoi, en plus de l'alphabétisation, nous avons veillé
à vous offrir des outils concrets pour débuter ou renforcer vos activités économiques. Nous, à UFLO, continuerons d'être à vos côtés et ensemble, nous allons œuvrer pour un avenir où chaque femme pourra se tenir debout et fière. Savoir lire, écrire et compter, un privilège pour ces nouvelles alphabétisées qui désormais sont autonomes. L'ONG WUFLO s'est assignée pour mission d'œuvrer à l'autonomisation des femmes en milieu rural, mais également de contribuer à la scolarisation de leurs enfants. À cet effet, des kits scolaires, des tables bancs, mais également du matériel composé de tricycles, broyeuses, glacières, parasols, ainsi que des fauteuils roulants ont été mis à la disposition des femmes de Lozois par l'ONG WUFLO. L'éducation, c'est ce qui manque à l'ignorant pour reconnaître qu'il ne sait rien. À Gbéléban, dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Kabadougou, le conseil municipal a inscrit l'éducation en haut de ses priorités. Le conseil municipal qui milite sans relâche pour la bonne éducation des élèves de la commune. Ceux-ci viennent de recevoir un important lot de kits scolaires en présence de notre reporter Eugène Atoubé. L'école, centre d'intérêt des élus et cadres de Gbéléban, priorité de la municipalité. Sita Ouattara, maire de Gbéléban, a réaffirmé cet engagement devant les populations et la communauté éducative. 381 kits scolaires ont été distribués aux élèves du collège moderne Adja Nabitou Sissé. Chaque kit comprend des cahiers, des stylos, un pot de colle et un ensemble à géométrie. Pour les bénéficiaires issus de tous les niveaux, une aide significative qui va les aider à obtenir la totalité de leurs fournitures scolaires. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du vaste programme de remise des kits scolaires initié en 2011 par le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Chers élèves, j'aimerais à présent m'adresser à vous pour vous encourager à bien travailler à l'école et à produire les meilleurs résultats scolaires possibles. Une rentrée des classes toujours casse-tête pour bien de parents, faute de moyens financiers. Et dans une région où la scolarisation reste un défi majeur, l'acte du maire de Gbéléban leur apporte une éclaircie. La remise de ces kits sera une bouffée d'oxygène pour tous ces élèves. L'impact sera vraiment l'amélioration des résultats scolaires au niveau de ces enfants. Et puis ils auront le goût de l'école. En tant que préfet, nous sommes satisfaits, d'autant plus que le message du gouvernement est passé. Et les parents l'ont bien compris, qu'il faut scolariser aujourd'hui tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde, notamment à la jeune fille. La remise de kits scolaires aux élèves du collège Adja Nabitou Sissé de Gbéléban est devenue une institution dans cette localité. Les autorités éducatives du département indiquent que c'est un stimulant pour les élèves et exhortation aux parents à s'engager dans une dynamique collective pour donner à Gbéléban une école de qualité et performante. Du côté de Tingré, la région de la Bagoué, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, des communautés se disputent une parcelle de terre depuis quelques semaines déjà. Alors le ministre de la Construction, qui est par ailleurs président du conseil régional, a pris son bâton de pèlerin pour régler le conflit à l'amiable. Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Commune de Tingré-la, le conflit foncier opposant les deux communautés, notamment les Sonoufo et les Malinké, est en train de connaître une issue heureuse. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, y est allé pour calmer les esprits des deux camps qui disputent une parcelle de terre. Nous repartons, je peux dire, apaisés. Nous repartons rassurés. Parce que nous avons échangé avec les deux communautés et les deux communautés, devant tout le monde, se sont engagées à apaiser la situation. Elles se sont engagées à faire en sorte que le différend qu'il y a puisse être résolu à l'amiable. Nous faisons confiance à nos chefs, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient religieux, nous leur faisons confiance. Nous savons qu'ils sauront trouver les bons éléments
qui vont nous permettre à nous de prendre une décision qui apaise les deux communautés et surtout qui traite définitivement cette question. L'appel, c'est vraiment de mettre de côté l'aspect communautaire. Que dans la Bagoué, qu'on ne fasse plus de différence entre les Sénoufos, les Malinké, les Noumou, les Samoro, les Peuls, vraiment que tout cela se considère comme fils de la Bagoué. Et nous souhaitons d'ailleurs que ce soit la même chose au niveau national. Pour l'heure, les discussions sont en cours pour un règlement à l'amiable de ce conflit. On va donc prier pour que cette page de conflit soit définitivement tournée. Et bonne occasion, la nuit des Mille Ave. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, les fidèles chrétiens ont récité dans la nuit 1000 fois le « Je vous salue Marie » afin de confier leurs intentions et prières à la Sainte Vierge. L'événement a été organisé par le renouveau charismatique Christ Rédempteur de la cathédrale. Laure Goretti, Corona Soro, RTI Boaké. Réciter 1000 fois la prière « Je vous salue Marie ». Toute une nuit, un événement dénommé la nuit des 1000 Ave. C'est à cette prière que se sont prêtés les fidèles catholiques de la ville de Boaké à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles sont venus confier leurs intentions à la Vierge Marie. Au travers de cette prière, la mère qui défait les nœuds, il y a certains nœuds qui seront défaits dans ma vie. L'événement est organisé par le renouveau charismatique Christ Rédempteur de la cathédrale. Selon le berger Paul Arnaud Angoua, l'initiative veut couler avec le mois d'octobre dédié à la prière du rosaire. Par Marie, nous voulons toucher le cœur de Jésus. Donc nous sommes là, nous attendons l'intercession de la Vierge Marie. Luc au chapitre 1, verset 46 dit que désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Le berger Victor Kakou enseigne les fidèles sur le thème « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin ». Alors ce qu'il faut retenir d'abord, c'est la place de Marie dans l'économie du salut. Quelle est la place de Marie? Comment nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons nous efforcer à la suite de Marie, pour ne pas dire à imiter Marie, et pour pouvoir entrer dans cette présence du Seigneur. Récitation du rosaire, chant, consécration à la Vierge Marie sont entre autres les moments forts qui ont meublé cette nuit dédiée à la Vierge Marie. Le rosaire est une prière répétitive durant laquelle on médite sur la place de Marie dans le système du salut. Un rosaire est composé de 20 dizaines de chapelets. On en vient maintenant à la première édition des Journées Portes ouvertes de la Direction régionale du tourisme de Korogo, un événement majeur pour le gouvernement qui s'emploie à faire du tourisme un levier important de la croissance de ce pays. On en sait plus avec Siekwasi et Jean-Marc Djedji. Direction régionale du tourisme, séance de dégustation de mets locaux concoctés par des femmes mises en compétition. Clap de fin de la première édition des Journées Portes ouvertes avec des acquis remarquables pour la promotion de la culture du pays Sénoufo dans son ensemble. Si nos parents vivaient longtemps, avec très peu de maladies, c'est parce qu'ils mangeaient traditionnel, ils mangeaient bio. Donc il est temps que nous revenions à nos bases, que nous nous ressourcions dans les habitudes d'avant pour que nous puissions avoir un mieux-être et surtout une meilleure longévité et une bonne santé. Au cours de cette journée, l'occasion a été offerte aux femmes pour vendre leur talent de cordon bleu grâce aux produits locaux. Ce genre de compétition pour nous, les femmes au pays, c'est vraiment une fierté pour nous. On a beaucoup aimé, on était tellement motivés. En marge de cette première édition, du fitness, des découvertes et la promotion des us et coutumes du pays Sénoufo. L'espace Ariste d'Abata vient d'abriter la 4e édition des rencontres internationales de la marionnette, un événement culturel qui a réuni de nombreuses troupes artistiques venues des 4 coins du monde. Et cette rencontre internationale allie spectacles et ateliers de formation, offrant aux jeunes Ivoiriens de nouvelles perspectives professionnelles. Yves Niazalé, Davis Oyo, Zié Traoré nous en disent plus. Ambiance festive et créative au quartier Abata d'Abidjan Cocody. Bienvenue à la 4e édition des rencontres internationales de la marionnette. L'Eldorado, c'est ici. Thème de cette année fait vibrer la scène. Les marionnettes, grandes et petites, envahissent l'espace avec une énergie contagieuse.
Pour le commissaire général, cet événement est bien plus qu'un simple spectacle. Cette 4e édition met l'accent sur l'auto-emploi des jeunes par l'art de la marionnette. Nous pensons qu'un marionnettiste qui est bien formé, oui, peut vivre de son art et se réaliser ici. Nous avons tout ici en Côte d'Ivoire. Si nous sommes structurés... Initiée par l'Académie Ivoire Marionnette, l'activité est soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce rendez-vous vise à promouvoir les arts vivants et à professionnaliser ce secteur. Les RIMA, c'est un festival de marionnettes qui nous montre qu'il y a toute une chaîne de valeurs qui sont en soi des métiers pour que les jeunes puissent apprendre. Et donc, le moment est très important pour le ministère parce que dans les ICC, Madame la ministre veut encourager tous les artistes à pouvoir se professionnaliser, se structurer afin de vivre de leur art. Ça contribue déjà à présenter toutes les différentes cultures à nos populations, à notre jeunesse surtout, parce que si nous vivons en fonction de nos différentes cultures, je pense que ça crée déjà un climat de paix. Chaque spectacle produit revêt une créativité particulière et suscite l'enthousiasme du public. L'édition 2024 de la rencontre internationale de la marionnette d'Abata se tient sur 3 jours. On reste encore un moment à la page culture de cette édition. La cérémonie de matérialisation de la résolution des différends et de l'exigence de pardon entre les Nzima a eu lieu hier samedi. Avant la Bissa, nouvelle année du peuple Nzima, Nana Bognon 5, chef de village d'Azuriti, a convoqué ces populations pour les écouter, exprimer leurs griefs et se pardonner mutuellement. Le compte-rendu de David Soyo. Niché entre l'océan Atlantique et la lagune, Azuriti, village d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, sert de cadre pour la cérémonie de pardon et de préparation des cœurs avant la Bissa. Avant de rentrer dans l'an nouveau d'Nzima, il était bon qu'on se rencontre et puis qu'on se pardonne mutuellement nos erreurs. Ça peut arriver avant d'entamer le nouvel an. Ces échanges directs entre les 7 grandes familles Nzima portent sur les mésententes qui opposent chaque membre de cette communauté. La rencontre de réconciliation, de pardon mutuel et fraternel est un passage obligé pour tout Nzima avant les débuts de l'Abissa. Lorsqu'on reprend l'histoire de l'Abissa, on dit le génie tutélaire, qui est la frontière, a dit « Vous allez au village, avant que cette danse ne soit sortie, réconciliez-vous d'abord. » Les Nzima l'ont si bien compris, et ils disent « Demain, c'est vraiment le début de la partie visible des festivités. » Donc, ils se sont dit « Il faut qu'on se réconcilie. » Salutations et accolades confirment la résolution des différends et de pardon entre les membres de la communauté Nzima. Elle se tient un jour avant le Gwazo ou la cérémonie de remise de l'Ndongolé au peuple par le roi. On va quitter le sud Comoé, direction Labagoué, une fois de plus. On atterrit à Bundiali, précisément, commune qui a vécu au rythme du foot ce week-end. Les populations sur place ont eu droit à la finale du tournoi Children of Africa, réservé aux plus jeunes, et à la finale du tournoi communal. Des compétitions sportives pour renforcer donc la cohésion sociale et consolider la paix dans la commune. Reportage Corona Soro depuis Bundiali. Double finale au terrain de la gare de la commune de Bundiali. Finale du tournoi de football Children of Africa, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Réservé aux tout petits et ce tournoi communal doté du trophée Mariatou Kone, maire de la commune. Mariatou Kone salue les actions de la première dame en faveur des jeunes. La maire s'est réjouie de l'esprit fair play qui a prévalu tout le long des compétitions. C'est madame la première dame elle-même qui a donné les coupes, qui a donné les maillots, qui a donné de l'argent afin que le tournoi se déroule. Elle nous a accompagnés. Et je voudrais donc qu'on applaudisse, qu'on lui dise merci. Ça fait plusieurs années qu'elle accompagne Bundiali. Parce qu'elle est soucieuse des enfants de Bundiali, comme elle l'est pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. La finale du tournoi de la première dame a opposé les enfants de Samoroso en bleu et ceux de Makura en vert. Pour la coupe Mariatou Kone, Force Tranquille en blanc était opposée à Top Jeunesse en jaune. Les Bleus de Samoroso ont remporté la coupe Dominique Ouattara. L'équipe de Force Tranquille n'a pas fait de cadeau aux jaunes.
Ces compétitions sont soutenues par les fils d'Mbundiali. En tant que fils de la Bagoué, tout faire pour que la ville de Mbundiali puisse avoir une équipe afin de s'affilier à la Fédération ivoirienne de football. Toutes les équipes participantes, les meilleurs gardiens, joueurs et buteurs, les vainqueurs sont répartis avec des trophées, des jeux de maillot, des ballons et du numéraire. Je vous le disais en titre, le nord du Togo a une nouvelle fois été le théâtre d'incursions de groupes armés depuis 2021. Des villages situés dans la préfecture Kpenja-l'Ouest sont régulièrement attaqués. Cette fois, c'est le village de Malbangou qui a connu cette nouvelle vague de violence où l'on a dénombré 8 victimes. Si tous les regards se tournent vers le JNIM, ces attaques n'ont pas été revendiquées. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village Malbangou subit l'assaut de groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Les déplacés internes sont en constante augmentation. En conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées. Au Venezuela, la mort d'un opposant, Edwin Santos, émeut le pays. Donc, depuis vendredi, l'opposition affirme qu'il aurait été assassiné par les forces de l'ordre. Depuis, ses proches étaient sans nouvelles de lui. L'opposition parle d'un assassinat politique. Edmundo González, l'ex-candidat à l'élection présidentielle qui revendique la victoire, a exigé que la vérité soit révélée à tous les Vénézuéliens. Nous, on va vous révéler les objectifs, les résolutions et les recommandations de l'Abidjan Border Forum 2024 qui vient de s'achever. Notre invité en est le commissaire général. Il nous a rejoint en plateau. C'est parti. Et pour le magazine du dimanche, et on va suivre cet élément vidéo. Plus de 5000 participants ont pris part à la 2e édition du Forum international sur les frontières dénommé Abidjan Border Forum, un cadre d'échange sur la problématique des frontières. Abidjan Border Forum a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, notamment l'ambassade d'Allemagne, l'Union africaine et la CEDEAO. Cette 2e édition s'est tenue autour du thème « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». L'objectif général est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. Je nourris ardemment l'espoir que les réflexions et les débats durant ce forum puissent mieux aiguillonner les réponses aux défis et aux enjeux actuels autour de la préservation de l'environnement. Abidjan Border Forum, une rencontre marquée par une exposition de structures étatiques et non étatiques d'Afrique sur des thématiques liées aux frontières. Merci à vous, Grace Kando, notre reporter du service Société de la rédaction. Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, vous êtes commissaire général de Abidjan Border Forum. Exactement. Qu'est-ce que c'est? En 2-3 mots, facilement, pour qu'on comprenne. Abidjan Border Forum est un forum continental qui réunit l'ensemble des acteurs africains impliqués dans la gouvernance des frontières. C'est un écosystème comprenant les politiques, les universitaires, les communautés, les organisations professionnelles et les groupements locaux de coopération transfrontalière. Donc c'est tout ce bassin avec les structures en charge de la gouvernance des frontières en Afrique, c'est tout ce rassemblement, ce rendez-vous qui est appelé Abidjan Border Forum. Et qui était à sa 2e édition cette année. Exactement. Alors, gouvernance des frontières, gestion des frontières. Il faut dire que vous avez changé de paradigme. Pourquoi aujourd'hui on parle de gestion intégrée des frontières? Voilà, gestion intégrée des frontières ou gouvernance des frontières. Nous sommes passés de la gestion qui s'intéresse carrément au passage de personnes, au traitement des points d'entrée sur le territoire, à une gestion beaucoup plus holistique. Et cette gestion holistique qui prend l'ensemble des domaines qui intéressent la frontière, mais également l'ensemble des acteurs qui participent à la gestion, à la gouvernance de cette frontière et l'ensemble des règles nationales et internationales qui président au fonctionnement des zones frontalières. Donc ce n'est plus seulement les points d'entrée, mais c'est toute la ligne frontière qui est concernée et qui est concernée
au niveau national, mais également au niveau transfrontalier. Et parce qu'aucun État ne peut gérer seul la frontière. Aucun État. Désormais, il est admis que pour juguler tous les phénomènes à la frontière, la coopération transfrontalière s'impose, la coopération entre les États s'impose. L'État seul ne peut pas gérer sa frontière. D'où ce thème, gouvernance intégrée des frontières. Quelle contribution d'Abidjan Border Forum pour le développement des espaces frontaliers en Afrique? Alors, je vous le demande, quelles ont été ces contributions? Alors, Abidjan Border Forum, d'abord, permettez que je remonte un peu à la première édition. En 2022. 2022, qui a parlé de frontières et sécurité collective. Alors, la sécurité collective, c'est la sécurité de l'État, la sécurité du voisin, la sécurité de la région et la sécurité internationale. Donc, tous les phénomènes qui peuvent entamer la sécurité d'un État ont, ipso facto, une résonance au niveau international. Donc, tous les acteurs nationaux et internationaux doivent être impliqués dans la résolution des questions de sécurité. Et on est passé cette année à la deuxième édition d'ABF aux frontières vertes, un concept opérationnel et qui met en prise l'environnement et les ressources que les États africains ont en partage. Parce que ces ressources-là sont très souvent l'objet de tensions, de conflits entre les États, entre les communautés. Et je ne vous coupe pas, mais ces ressources, on peut en citer quelques-unes. Oui, bien entendu. Des fleuves, par exemple, des cours d'eau. Il y a des cours d'eau. Des massifs. Des massifs. Oui. Le Mont Neba est là comme une belle illustration entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria. 3 pays dans le même pays. Temps. Et en Afrique centrale, ce sont de gros bassins, de gros parcs animaliers, de grands réservoirs de forêts classées, de part et d'autre des frontières des pays. En Côte d'Ivoire, nous avons des cours d'eau qui, de façon verticale, sont là. On a la Komoé qui descend depuis le Burkina en Côte d'Ivoire. On a l'Ale-Rabat tout le long de notre frontière. On a la Volta entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On a les fleuves qui sont alimentés depuis le Fouta Djallon, qui descendent Fredouba, Bafing, qui descendent le Cavali, et voilà, le Nyon. Donc tous ces fleuves-là sont en partage avec les États. Comment réduire la pression sur ces ressources? Comment préserver l'environnement? Et comment encadrer les activités humaines qui sont destructrices? Le diagnostic nous l'a démontré, tout cet environnement qui constitue des réservoirs du monde entier, en fait. Alors, la première édition, vous l'avez dit, c'était en 2022. Le thème, c'était Frontières et sécurité collective. Comment les acteurs aux frontières collaborent? C'était exactement cela. Il y avait déjà une bonne dizaine de pays participants. Alors, aujourd'hui, Abidjan Border Forum 2024, monsieur le secrétaire exécutif, est co-organisé, pas seulement par la Côte d'Ivoire, mais co-organisé par la Côte d'Ivoire et la Commission de l'Union africaine. Vous faites un pas en avant, c'est un sacré bond. Un pas de géant, un véritable pas d'une dizaine de pays. On est aujourd'hui à une cinquantaine de pays qui ont participé. Qui ont participé. Quand on sait que l'Afrique, c'est 55 pays. 55 pays. Et nous, toutes les communautés économiques régionales et sous-régionales y ont pris part, avec des représentants de haut niveau qui ont animé des panels, qui ont modéré des panels. Donc aujourd'hui, c'est un franc succès parce que la Côte d'Ivoire et la Commission de l'Union africaine ont mobilisé vraiment toute la grosse batterie des acteurs de la gouvernance des frontières en Afrique pour être présents à Abidjan pendant 72 heures. Et cela a été vraiment un événement à l'image de la CAN, qui n'a pas réussi à réunir autant de pays que Abidjan Border Forum. C'était la canne des frontières, alors. Exactement. La canne des frontières. D'accord. Comment faire en sorte, monsieur le secrétaire exécutif, que justement les frontières soient non pas des barrières, mais plutôt des passerelles? Alors, pour que les frontières soient des passerelles, surtout des passerelles d'intégration, il faut un dialogue. Il faut instaurer des cadres de dialogue aux frontières, des cadres formés de dialogue entre les communautés qui vivent à la frontière, qui partagent des aires culturelles, des aires linguistiques, qui partagent des familles, mais également entre les administrations qui travaillent au niveau des zones frontalières. Donc il faut un dialogue, et très bientôt nous allons au Ghana avec nos amis du Ghana, les forces de sécurité du côté de Bondoukou, tout le Bunkani du côté du Ghana, nous allons mettre en place, c'est une illustration, un cadre de dialogue et d'échange pour traiter tous les problèmes de criminalité qui jonchent cette partie de la frontière.
Donc il y a les administrations, il y a les communautés également, il y a les collectivités territoriales qui sont des acteurs très importants qui font la gouvernance de proximité. Donc l'ensemble de ce bassin doit entretenir le dialogue. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, une frontière ne se gère pas seule. Donc vous êtes obligé de gérer avec votre voisin pour endiguer tous les phénomènes qui peuvent survenir, que ce soit les épidémies, que ce soit le terrorisme, que ce soit la criminalité transfrontalière, la contrebande. C'est ensemble, avec le voisin, que nous traitons les problèmes à la frontière. Pas parce que nos frontières sont de véritables zones d'opportunités économiques. Bien entendu, d'énormes opportunités sont à la frontière. À l'instar de l'Interland, les zones frontalières qui regorgent d'énormes ressources. Donc, nous invitons ABF à recommander vivement que le secteur privé s'intéresse davantage à ces zones frontalières pour bonifier, pour accroître la plus-value de ces zones frontalières qui, aujourd'hui, sont un peu sous-exploitées. Et ne pas laisser cette zone-là entre les entrepreneurs de la violence, entre les criminels. Il est bon qu'au moment où l'État sécurise ses frontières, que les sociétés privées, disons, les entreprises privées y aillent pour investir, pour retirer la plus-value et pour également assurer la quiétude des populations. Et vous l'avez dit, il y a forcément des questions de sécurité et d'environnement dans l'exploitation de ces ressources-là, de ces ressources en partage. Les recommandations, les résolutions, il y en a eu forcément. Vous en avez cité une tout à l'heure. Dites-nous un peu plus. Alors, l'une des résolutions phares, Abidjan a été consacrée en 2022 comme capitale africaine des frontières. J'avais envie de vous poser la question. Pourquoi Abidjan est considéré comme capitale? Abidjan est considéré comme capitale africaine des frontières, a été choisi comme capitale africaine des frontières parce que son Excellence le président Ouattara est le champion de la mise en œuvre de l'atteinte des objectifs de l'Union africaine de 2063. Disons de 2063. Donc, en tant que champion, la Côte d'Ivoire est porteur d'une réforme, est porteur de la gouvernance des frontières. Donc, cette gouvernance des frontières démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de contribuer à l'atteinte de cet agenda 2063. D'accord. Donc, l'Union africaine, fort de cela, avec tous les participants africains, ont décidé que Abidjan soit la capitale africaine des frontières. Et on est passé maintenant, pas africaine des frontières seulement, mais Abidjan est désormais le rendez-vous africain de tous les acteurs frontaliers. Et chaque 2 ans, la Commission de l'Union africaine et la Côte d'Ivoire organiseront Abidjan Border Forum. Et la prochaine édition, c'est pour 2026. Alors, et ça, c'est en termes de résolution. Recommandations. Recommandations, il est demandé aux acteurs frontaliers, aux populations, aux structures de l'État, au gouvernement, de s'impliquer de sorte que le concept opérationnel de frontières vertes soit une réalité. À travers d'abord les investissements, la prise en charge des politiques publiques pour garantir l'environnement dans cette zone, autrefois délaissée. C'est le constat qui a été fait sur tout le continent. Il a été demandé également aux gouvernants de prendre soin des bassins fluviaux, des bassins versants que nous avons en partage avec nos voisins. Donc ces bassins-là sont des sources de vie. Parce que comme l'ex-secrétaire général des Nations Unies l'a dit, Kofi Annan, il dit que depuis 2001, que l'eau est une source rare, mais qui sera source de conflit. Donc il faut anticiper en mettant des cadres de dialogue, renforcer la coopération transfrontalière entre les États, de sorte que ces ressources-là ne soient pas source de conflit, mais également que l'environnement assez bel que nous découvrons à nos frontières ne soit pas détruit par les criminels, mais soit entretenu par les communautés, mais également par toutes les collectivités territoriales, tous ceux qui opèrent dans la zone frontalière. Et les afro-pessimistes pensent que c'est un rêve et qu'on n'y arrivera peut-être pas. Mais vous, en tant que commissaire général de l'ABF, pouvez nous dire on y arrivera forcément un jour à cette gestion intégrée des frontières. Oui, on y arrivera. C'est le destin de l'Afrique. On se doit même d'y arriver. On se doit, c'est une obligation pour nous. C'est le changement de paradigme. Quand on a dépecé l'Afrique à Berlin, la réponse que l'Afrique a trouvée au soir des indépendances, c'était d'abord le principe d'intangibilité, dont le génie de nos chefs d'État fondateurs ont permis de mettre en place le principe d'intangibilité pour ne pas que les frontières changent, pour que les frontières contribuent à la paix. Mais après cela, il y a l'accord de Niamey, la convention de Niamey que la Côte d'Ivoire a ratifiée. Cette convention de Niamey
amène les États à renforcer la coopération transfrontalière dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, la sécurité, dans tous les domaines, dans le domaine environnemental. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que cette coopération transfrontalière avance, il y a des cadres d'échange et ces cadres d'échange sont boostés par les communautés économiques régionales comme la CEEAC, la CEEA, la SADC, la CEDEAO, l'IGAD, qui étaient tous présents à cette rencontre. Et là, je pose la question, enfin, je répète ce que les pessimistes disaient, parce qu'il faut quand même une coopération interservice, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués dans l'affaire. Et si ça ne s'arrange pas, comment passer aux États? Alors, c'est une problématique assez importante, parce que qui parle de coopération transfrontalière demande forcément qu'à l'intérieur de l'État, de chaque État, nous développons, comme ce que vous avez dit, la coopération interservices. Que la police, la gendarmerie, les douanes, les eaux et forêts, la santé puissent se coordonner. Et c'est le rôle de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire de créer ce cadre de dialogue national et de pouvoir aller au-delà de cette coopération interservices à une coopération inter-État, le dialogue avec le voisin. Cela est important. Et cela non seulement au point d'entrée, mais également sur tout le long de la frontière avec les acteurs non étatiques. J'ai encore une demi-douzaine de questions pour vous, mais le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme et nous allons nous dire au revoir, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, la Commission nationale des frontières, elle se porte bien, hein? Oui, elle se porte bien grâce à l'appui institutionnel et financier du gouvernement. Vous êtes suffisamment appuyé parce qu'on a vu à un moment que vous battiez, vous avanciez un peu tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait. Il faut le dire, hein, le chef de l'État vous écoute. Et si ça ne va pas, il faut le dire. On n'a jamais toujours trop de moyens, mais je pense que la Commission a vraiment les moyens aujourd'hui, même si on en demande encore, parce que pour un rendez-vous international comme celui que nous venons d'abriter, c'est beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, beaucoup de mobilisation des partenaires techniques et financiers, mais avec un appui en tout cas conséquent du gouvernement. Qui est déjà effectif, mais que vous souhaitez encore plus grand. Bien entendu. Merci. Bien entendu. Merci. Monsieur Konaté, Diaka Lydia Konaté, commissaire général d'Abidjan Border Forum, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous dresser le bilan de la 2e édition de ce forum international. Merci encore et bon retour chez vous. Merci à ma dynamique équipe, à Patricia Oumou, la chef des éditions, à ma réalisatrice Arlène Poka et à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve avec le même plaisir demain, lundi à 20h.